D'accord. Bien. Donc voilà, la technique est devenue un devoir fonctionner. Donc, merci beaucoup pour cette invitation à ce colloque, dans lequel, en fait, initialement, j'avais prévu de parler du cacao, du café, du thé, du vin, mais vu le temps imparti pour la présentation, je vais me concentrer surtout sur le cacao, qui est le fruit national du pays, un petit peu de l'Équateur, d'où je viens. Et on va travailler un petit peu sur les corpus, et la présentation, en fait, va s'axer sur le concept de transcréation, et pour arriver à une présentation de l'autonomie discursive à la fin, entre le discours de l'expert et le discours du consommateur. Donc, on commence par une petite citation que j'aime beaucoup de Xavier Doyon, qui nous rappelle que la vie est comme le chocolat, c'est la mer qui fait apprécier le sucré. Donc c'est quelque chose assez hédonique, on va dire, en vrai c'est un hédonisme, qui est très agréable. Je vais parler donc de notre problématique, la sensorialité d'une culture à l'autre. Ce sont des problèmes que l'on retrouve dans les travaux de traduction, et on va tourner un petit peu justement autour de ces problèmes. Selon Montanari, en fait, les individus choisissent leur nourriture aussi bien en fonction des paramètres économiques que symboliques, exprimant ainsi une partie de leur identité. Si on se réfère à Kaplan, chaque culture décide de ce qu'elle peut manger et quand, en fonction de ses croyances religieuses, son appartenance à telle ou telle classe sociale, et des célébrations et des différents rites qui organisent la vie sociale. Donc en fait, on a ici la preuve, entre guillemets, l'argumentation que chaque culture a donc sa propre sensibilité, son propre discours pour décrire les sensations vécues, d'où la problématique et les objectifs de cette étude en fait. Comment on va traduire d'une culture à l'autre, comment on va passer d'une langue à l'autre, avec un système de traduction. Alors, justement, on va proposer cette notion de transcréation pour essayer de remédier à ce problème de traduction. La sensorialité d'une culture à l'autre, comment en fait la dynamique de la transcréation préserve l'authenticité et l'identité. Pour arriver à répondre un petit peu à cette question, le discours localisé, délocalisé ou localisé dans ce phénomène de transcréation. Pourquoi ce phénomène de transcréation? Pour une application, en fait, est présenter un schéma, un protocole pour offrir aux professionnels un système de transfert de concept. On a un concept en français et on veut vendre un produit dans une autre culture. Au lieu de faire de la traduction, on va orienter vers la transcréation. Donc la structure de la présentation, conception comparée, traduction de transcréation, une authenticité, identité comme ingrédient principaux de l'économie discursive. L'exemple, donc on va couper au niveau du cacao et les perspectives à venir. Donc si on prend le concept de traduction, on a un concept qui est artificiel, parce qu'en fait on a un concept que l'on veut amener dans une autre culture, dans une autre langue culture. Donc on part d'un concept ici, on a le texte de la langue originelle, on a une unilocalisation par rapport à ce concept, et on le traduit dans plusieurs langues, et on espère que ce processus va arriver à convaincre des publics différents visés dans notre culture. Donc ça c'est un petit peu un concept de traduction. Donc on a une unilocalisation dans la culture d'origine, puis une distribution du concept dans différentes langues étrangères. Donc on a un focus sur la langue, on a un respect des règles de traduction selon une grille d'évaluation, comme par exemple on peut prendre l'ACUS, the Linguistic Association of Canada and the United States, qui nous dit qu'il faut respecter accuracy and literary. Et ça nous donne de la qualité. Donc en fait c'est le processus un petit peu résumé de ce qu'on appelle, de ce qu'on fait en traduction. En transcréation, on va plutôt avoir un phénomène naturel, on va dire, parce qu'en fait la transcréation, on l'a fait, toutes les cultures la font. Quand une culture parle du cacao, qu'elle parle, que ce soit en France, que ce soit en Italie ou en Angleterre, en fait les gens parlent avec leur vécu, avec leur expérience et avec leur discours. Donc si on compare, en fait, on a une analyse du public visé, et de ce discours-là, on va avoir plusieurs discours qui sont ancrés, localisés dans la culture.
Donc c'est un phénomène naturel. Et ça, on va le ramener au concept que l'entreprise veut exporter. Donc au lieu de partir du concept et de l'amener sur le publicisé, on part du publicisé, on se demande comment le publicisé part de ce concept, et on l'emmène à l'entreprise pour qu'elle puisse avoir un discours adapté au public visé. Donc ici, on a donc cette transcréation et qui respecte en fait l'authenticité et l'identité. Et cette authenticité et l'identité, elle intervient comme un ingrédient principal de l'ergonomie discursive, qui est cette stratégie qu'on peut proposer à un professionnel pour lui fournir un texte transcréé et non pas traduit. Donc, cette identité discursive, elle est construite par l'immersion dans une culture régionale, dans un groupe communautaire, qui peut être des amateurs du cacao, ça peut être des dégustations de café ou autre. Donc on a un groupe communautaire qui a un certain vocabulaire, un certain lexique, un certain discours et une expérience personnelle. Donc ça fait l'identité discursive du public visé. Donc il est important d'arriver à connaître cette identité discursive pour proposer un discours qui lui parle directement. Donc, les descripteurs, en fait, sont généralement assez vagues et difficilement objectifs, ça on en est tous conscients. Ce pourquoi la nécessité d'un discours prescriptif, on va dire, et ça on le retrouve au niveau des experts, qui ont un discours prescriptif jusqu'à normatif au niveau international, pour pouvoir comparer au niveau international. Et en fait, ce discours prescriptif normatif n'est pas suffisant. Il fait intervenir un vocabulaire standardisé qui semble faciliter la communication à l'intermédiaire d'une audience spécifique et prétend aussi, en fait, faciliter la communication à travers différents types d'audiences. Mais il apparaît indispensable de faire appel dans ce cas-là, il apparaît indispensable de faire appel à des spécialistes pour décrire ces catégories d'un produit donné, pour arriver à faire des grilles d'évaluation qui sont standardisées, mais qui ne correspondent pas forcément au discours du consommateur, qui, comme on l'a vu déjà bien avant, a un discours plus hédonique qu'un discours scientifique. Donc, ici, le corpus que j'ai utilisé, en fait, j'ai conclu un corpus d'experts à partir donc, de données de sites reconnus, de sites web reconnus et des recommandations pour les évaluations de dégustation avec les descripteurs qui sont préconisés dans les dégustations internationales sur le cacao. Donc on a vraiment ici une première description très standardisée et très professionnelle du cacao, et aussi les descriptions des produits sur les sites de vente. Comment l'expert va décrire son produit. Donc ça, c'est un premier corpus que l'on retrouve à gauche. Et le second corpus que j'ai compilé, c'est un corpus de commentaires des consommateurs. Donc là, on va directement sur que dit le consommateur en fait sur ces commentaires. Alors il y a des sites qui favorisent directement la production de commentaires, mais il y a aussi des évaluations. Il y a des gens qui, comme le site étiquetable par exemple, qui a des pages entières où on peut aller évaluer tel ou tel produit. Donc on a deux corpus, un que j'ai appelé expert, un que j'ai appelé consommateur, et je les ai compilés en anglais, en espagnol et en français. Pour voir en fait quelle était la différence selon deux axes. La différence entre un discours d'expert et un discours de consommateur, et le second axe à travers des langues, à travers trois langues. Alors en fait, de quoi il parle en fait? Ici on a les 16 fréquences, les fréquences des 16 premiers noms communs. Et qu'est-ce qui est, de quoi parle-t-il en fait? Et afin de pouvoir comparer les noms et les adjectifs et les verbes, j'ai défini des catégories. Alors, dans les noms communs, il y a des noms communs qui parlent de la vente, qui parlent des ingrédients, qui parlent du produit fini, qui parlent de la fabrication, du processus de fabrication, et qui parlent de l'évaluation. Donc on a plusieurs
catégories. Et pour faciliter un petit peu l'analyse, j'ai découpé un petit peu les noms en fonction de ces catégories-là pour savoir de quoi parler chaque personne, l'expert ou le consommateur. Donc, dans le groupe général, on a des noms comme pays, comme information. Dans le groupe ingrédients, on a des noms comme cacao, fèves, beurre. Dans le groupe produits finis, on retrouve les noms comme chocolat, tablette. Dans ce qui est le processus de fabrication, on va retrouver producteur, pièces. Et dans tout ce qui est évaluation, on va retrouver échantillon, qualité, arôme. Ce sont donc les noms que l'on retrouve. En fait, on se rend compte que l'expert parle de l'ingrédient et de la fabrication, du processus. Vraiment, on a le discours de l'expert est focalisé sur la fève, le cacao, sur le devenir de cette fève, et après il présente tout son produit. Il dit voilà ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu ça parce que j'avais ça au début et parce que j'ai fait tout ça. Et on n'a pas beaucoup de discours de vente. Alors que le consommateur, lui, qu'est-ce qu'il retrouve dans son discours? Mais lui, il parle du produit fini. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son produit fini, c'est le chocolat, la tablette, et on va avoir des notions, du vocabulaire lié à la vente, parce qu'il veut l'offrir. Alors, tous les vocabulaires qu'on a en fait liés à la vente, c'est plaisir d'offrir, ça a été vraiment j'en achèterai, etc., etc. On arrive vraiment à du cadeau, à ce genre de différence importante entre les deux types de personnes qui ont des statuts différents et qui parlent normalement de la même chose. On est bien d'accord? Et le consommateur ne parle absolument pas du processus de fabrication. Alors il sait que le processus de fabrication doit suivre une certaine qualité, mais ce n'est pas dans son discours d'évaluation en fait, du produit. Justement, en parlant d'évaluation, qu'est-ce qu'il en est de l'évaluation? Alors pour pouvoir analyser un petit peu l'évaluation, je suis allé chercher des adjectifs dans ces corpus. Donc, au niveau des adjectifs, il y a aussi, j'ai fait une séparation pour pouvoir essayer de comprendre comment nous en parler. Donc on a les adjectifs qui ont des notions générales, comme principal, possible, pratique. Donc ça, ce sont des sens qui ont un sens général. Il y a des adjectifs qui vont décrire en fait, des caractéristiques, comme petit, grand, sec, noir. Donc ça, ce sont des caractéristiques intrinsèques du produit. Après, j'ai identifié des caractéristiques qui vont parler de la sensation, délicieux, sucré, amer, fin, crémeux. Donc là, on a des adjectifs qui sont reliés à la sensation, au sens que perçoit, que ce soit l'expert ou le consommateur. Et on a l'opinion. Alors l'opinion, effectivement, on a retrouvé des adjectifs comme meilleur, bon, excellent, génial, idéal, parfait. Donc ce sont des opinions qui sont dissociées de la sensation. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? L'expert, en fait, il parle de son produit en le caractérisant. Il va le caractériser. On va retrouver des... il va dire qu'il est sec, il est noir, c'est un grand... alors grand, c'est un peu particulier parce qu'il se retrouve aussi des fois dans une opinion, quand on l'utilise comme un grand chocolat, etc., etc. Et parler d'un niveau général qui est aussi lié au processus et aux possibilités en fait, d'avoir tel ou tel chocolat selon le processus qu'on utilise. Le discours de l'expert est vide d'adjectifs qui rappellent les sensations. Donc c'est un peu paradoxal, quelque part, puisqu'en fait, le consommateur, lui, il parle de manière... On retrouve cet hédonisme, il parle de son opinion et de ce qu'il a senti, sans oublier la caractéristique du chocolat, parce qu'en fait, bon, la caractéristique, on la retrouve dans le chocolat noir, chocolat au lait, ou la tablette. En fait, des caractéristiques données par les consommateurs. Alors ici, on a encore une opposition avec un discours de l'expert qui va être très normé au niveau des caractéristiques et un discours plus subjectif du consommateur et
on se retrouve un petit peu en opposition entre ces deux personnes qui parlent de la même chose, mais qui ne semblent pas le faire de la même façon. Donc, pour avoir des exemples, ici, bon, j'ai présenté les 8 premiers adjectifs qu'on retrouve au niveau de chaque discours, et on se rend compte qu'en fait, on n'a pas une différence entre les experts anglais, espagnols et français. La langue n'est pas un facteur de différence du discours. Ils vont parler avec ils vont parler de la même chose, ils vont avoir le même discours, le même prototype, ils vont avoir un prototype discursif identique, qu'il soit anglais, espagnol, hispanophone, anglophone, hispanophone, francophone. Et à partir du moment où ils appartiennent, où ils ont le statut d'expert, on va pouvoir retrouver un prototype discursif comparable. Les consommateurs, on retrouve exactement la même chose. Je vous ai mis donc, les requêtes que j'ai faites sur TXM pour pouvoir avoir ces statistiques. Et en fait, on se rend compte que les consommateurs qui sont anglais, qui sont anglophones, hispanophones ou français, francophones, on va retrouver aussi un discours, un prototype discursif comparable. On en a plus de différence entre le discours de l'expert et le discours du consommateur qu'entre un discours d'expert anglophone et un discours d'expert francophone. Donc on passe au-dessus de la langue. Donc il faut bien aller, si un professionnel veut exporter son produit, il faut bien aller chercher le prototype discursif de la cible, de la personne à qui on veut vendre, parce que c'est ce qui va nous attendre, c'est ce qui va vouloir entendre, pardon. Et donc, quelle que soit la langue. Et ça, c'est une conclusion, et moi ça m'a un petit peu surpris comme résultat, et c'est une conclusion très utile en fait pour un professionnel qui voudrait exporter son produit. Donc les adjectifs relatifs au sens ont des pourcentages comparables entre experts et consommateurs. Donc ça, c'est on retrouve ici, voilà, à quantité équivalente, la qualité est différente. C'est-à-dire que même si on retrouve des adjectifs des deux côtés qui correspondent au sens, on va avoir une variété des adjectifs hédoniques plus importante du côté du consommateur par rapport aux experts. Et ça, en fait, là, je n'ai pas eu la place de le faire, mais si on fait une analyse sur les 50 premiers adjectifs, on se rend compte qu'à pourcentage, à fréquence égale, la variété proposée par les consommateurs est plus importante que la variété des experts. Donc, il apparaît en conclusion de cette diapositive que le prototype discursif ne varie pas selon la langue, mais selon le statut d'expert ou de consommateur. Donc, ici on a, sur ce côté, on a quelque chose ici qui est très intéressant. On a les phrases interrogatives et les phrases exclamatives. Donc on se rend compte que l'expert, il se pose beaucoup de questions, mais pas du tout le consommateur. Le consommateur, lui, est très exclamatif. Le consommateur s'exprime. Et il ne se pose pas de questions, le consommateur. Mais vraiment pas beaucoup, quoi. C'est pas son truc. Donc on a ici un discours qui va être plus centré sur le cognitif. L'expert va vouloir répondre à ces questions. On pose des questions pourquoi? Pour y répondre, ça c'est normal. Donc en fait, il va poser la question pour pouvoir fournir une réponse. Ce qui ne correspond pas du tout au prototype discursif du consommateur. Le prototype discursif du consommateur, c'est s'exprimer. Il est vraiment... et en fait, des fois, on retrouve... Bon, j'ai éliminé les points d'exclamation chez les consommateurs qui font une série de 10 points d'exclamation parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont contents du chocolat ou autre. Donc, c'est vraiment important de voir le consommateur s'exprimer. On a le discours d'expert qui est très explicatif, processus technique, argumentation cognitive, pseudo-scientifique qui souhaite répondre à des questions. On a le discours du consommateur expérientiel, processus sensoriel, argumentation empirique, discours subjectif pour exprimer le vécu au travers d'exclamations. Ça, c'est relativement intéressant. Et au niveau de concurrence, en fait, se retrouve le même résultat. Les experts parlent d'ingrédients, de caractéristiques techniques, alors que le consommateur exprime son ressenti, allant jusqu'à parler du pouvoir de séduction, du chocolat. Ici, on retrouve le mot amanta, par exemple, en espagnol, c'est dématisé. Et en fait, amanta, c'est le pouvoir qu'un produit de séduire en fait
le consommateur. Donc on l'a quand même, on le retrouve quand même en concurrence du chocolat. Donc c'est chez le consommateur. Donc on a vraiment ce lien très fort, sensoriel avec le consommateur. Donc en fait, voilà la perspective. Les perspectives, c'est d'arriver à créer une stratégie pour proposer à de futurs professionnels qui souhaiteraient exporter une stratégie non pas de traduction ou de transcréation pour pouvoir utiliser le discours du public ciblé dans un souci de proposer aux professionnels un discours qui va directement parler au public qu'il souhaite atteindre. Donc le professionnel, avec une étude de marché, fournit la caractéristique du public visé. Le consultant linguiste qui va compiler un corpus de ce public pour avoir la représentation sociale, il en fait une analyse discursive qui va nous donner des descripteurs situés. Alors ça c'est très important parce qu'en fait on va vraiment travailler sur du ciblé, travailler sur du situé, et on a après une transcréation qui est un phénomène naturel et que ici on reproduit artificiellement pour pouvoir fournir un texte situé aux professionnels et avec lequel on va corriger en fonction des politiques commerciales de cette personne. Donc là, on a vraiment une chose un petit peu différente par rapport à ce qui est la traduction. Comme il me reste un petit peu de temps, pas du tout, non, une minute. C'était juste pour la réaction. En fait, j'aime aussi ces phrases-là, et on se rend bien compte ici, quand on voit Hélène Chaman qui met tous ces mots, qu'on est dans le culturalisme et on est dans vraiment de l'expression sensorielle. Et ça, ceci, là, ce qu'on voit ici, c'est le discours du consommateur. Et il faut demander à nos professionnels de parler au consommateur. Et pour rejoindre Patrick dans sa présentation, il faut aussi nous-mêmes que l'on arrive académique à parler un petit peu professionnel, à voir un petit peu le discours qu'ils ont pour pouvoir les séduire dans nos recherches appliquées. Parce que là, c'est directement appliqué. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation. Alors je ne sais pas si je vais utiliser tous ces adjectifs. Cette présentation divine, moelleuse, je ne sais pas, sensuelle sans doute, profonde. Je vais vous le faire goûter. Voilà. Si vous, pendant les questions, vous allez vous rendre compte si nous avons un petit peu de sensation. Voilà, posez plein de questions. Comme ça, vous ne mangerez pas de chocolat, mais moi si. Au passage, il va falloir partager un petit peu, peut-être, j'en ai d'autres. Là, ce sont des petits chocolats d'Équateur. Et ils sont... Partage avec le Raymond. Alors voilà, en fait, ceux-là ils sont déjà, alors vous avez au sel de Cusco, ça c'est assez spécial, chocolat d'Esmeralda. Hein? Non, il n'y a pas de nature. Vous en avez déjà là, en plus, c'est pas mal. J'en ai un, c'est gentil. Je vous en demande une question. J'ai une question. Allez-y. Pour la distribution de chocolat. Non, c'est plus un commentaire qu'une question. D'abord, moi vous remercie parce que c'était extrêmement c'était solide, c'était clair et ça montre aussi que l'analyse de discours a priori textométrique ou lexicométrique c'est utile, et je pense qu'il y a une vraie... j'ai bien aimé en fait dans ce que vous avez proposé comme schéma à la fin, c'était la notion d'ergonomie discursive. Oui. Alors je sais pas comment, enfin si on pouvait être en quelques mots sur ce concept-là ou comment vous l'envisagez, parce que ce que j'ai apprécié là dans ce que vous avez présenté, c'est que en fait, l'analyse de discours peut, au-delà du plaisir qu'on peut y prendre et de l'exigence académique que ça demande, peut être quelque chose de totalement utile et pertinent pour des domaines très spécifiques. Et en fait, du coup, l'intérêt de cette analyse discursive linguistique, c'est pas de faire de la com, ce qui est un autre métier, mais c'est vraiment de pouvoir atteindre le public ciblé. Ce qui est tout à fait autre chose et ce qui peut parler de façon beaucoup plus précise et directe, immédiate à des industriels, des entreprises, des associations, enfin ce qu'on veut. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant de mettre ça dans de remettre en fait le discours dans cette utilité-là. Non pas que je souhaite que le discours soit toujours utile, mais en effet, on est attendu sur des thématiques comme ça, de l'analyste, en tant qu'analyste discursif, je veux dire. Et donc ma question, ma demande est plutôt sur ce que vous entendez par ergonomie discursive. Est-ce que vous pouvez éventuellement élaborer un peu autour de cette notion? Je vais reprendre directement le contexte de l'ergonomie en fait. Alors
Alors, on va y arriver. Je vous laisse le temps de profiter du chocolat, un petit peu. Alors en fait, je voulais revenir à la définition de l'agronomie. Elle s'est définie en fait comme un ensemble des études et des recherches qui ont pour but l'organisation méthodique. Donc qu'est-ce qu'on propose dans cette stratégie? C'est de créer une stratégie vraiment qui peut être réplicable, exportable et autres, pour créer un discours qui correspond aux attentes du public ciblé. Donc on a un protocole. Voilà. En fait, ce serait ça. L'agronomie discursive, c'est un protocole de construction d'un discours qui, méthodologiquement, est reproductible et qui va nous permettre d'offrir à un industriel, peut-être, ce que lui ne peut pas faire. Pourquoi il ne peut pas le faire? Parce qu'il n'est pas compétent. C'est parce qu'il a un discours qui est décalé par rapport à son public. Donc on lui montre aux professionnels, que son discours est décalé, que le public, lui, il a un discours comme ça, et que donc, en fait, si on lui parle comme lui il parle, eh bien, on va pouvoir l'atteindre plus facilement que un discours d'expert. Une autre question? Oui, merci. J'ai beaucoup apprécié. Je suis très contente. Vous allez voir que j'ai fait les mêmes. Demain, je vais parler dans le café écouté. J'ai fait même les mêmes tableaux Excel, en comptant les adjectifs. Et j'ai même fait la même division entre les adjectifs que moi j'appelle organoleptiques et ceux que moi j'appelle valorisants. On a bien la même approche. Les noms ne sont pas les mêmes, mais l'approche est la même. Oui. Mais je ne suis pas d'accord avec votre conclusion générale. Je ne pense pas que l'expert doit parler comme le consommateur. Si on veut avoir le langage du consommateur, il faut mettre des témoignages, quitte à mettre des faux témoignages avec des belles photos et puis une interview au fossé. Mais le consommateur ne s'attend pas à ce que l'expert lui parle comme lui. On peut lui montrer des experts, mais l'expert a pour fonction ensuite d'expliquer pourquoi c'est bon. Là, je suis très contente que je n'ai pas dû poser la première question. J'ai pu finir le chocolat magnifique. Mais en tant qu'expert, l'expert doit pouvoir expliquer pourquoi c'est bon. L'expert doit pouvoir justifier la sensation du consommateur. Le consommateur peut dire « Ah, c'est chouette ». Mais s'il y a un expert qui vient et qui m'explique « Ah, c'est chouette », non. Donc, il faut faire des faux témoignages. Alors, je comprends tout à fait votre question. Je n'ai pas eu le temps de spécifier, mais il ne faut pas que l'expert parle toujours au consommateur. Non, loin de là. Mais en fait, il faut voir quelle est l'intention de communication de l'expert. Si l'intention de communication de l'expert est descriptive par rapport à son produit, d'un point de vue général, très bien. Là, on a réellement tout ce qu'il faut avec vous savez, les statistiques araignées, là, la toile d'araignée, avec les différents descripteurs, et on a vraiment, très scientifiquement parlant, une description d'expert avec des bouteurs professionnels. Maintenant, quand l'expert s'adresse à son consommateur pour le convaincre d'acheter son produit, à la description de son produit, là, il pourrait rajouter un petit peu plus d'hédonisme, un petit peu plus de vocabulaire du consommateur, parce que là, il s'adresse directement à lui en lui disant « Regarde, moi j'ai ça, achète-le ». Entre guillemets, c'est ça qu'il veut. Maintenant, à côté, il peut très bien dire « Oui, mais ça, avec un clic, hyper bien, ça, il y a ça dedans. Et ça vient de là ». Mais dans le descriptif, pour convaincre, on peut essayer de rapprocher le discours de l'expert à celui du consommateur. Parce que quand, comme consommateur, on nous dit ce qu'on a envie d'entendre à un moment précis, ça peut faciliter notre décision d'achat. Mais je reste d'accord avec vous dans le sens où il faut que l'expert garde un discours d'expert pour expliquer ce qu'il fait. Donc en fait, il y a un décalage en fait, dans l'intention de communication. Qu'est-ce qu'il veut faire l'expert? Seulement parler de son produit ou des fois le vendre? Donc, moi je pense qu'il y a les deux parties et qui sont complémentaires. Il faut que l'expert apprenne. Il sait très bien parler expert, il faut qu'il apprenne à parler conso. Parce qu'il y a des moments où c'est très utile. Voilà. Une dernière question avant la pause. Merci Olivier. Juste pour rebondir sur ce que disait Eva, est-ce que tu différencies expert et vendeur?
Parce que nous, avec Laurent, on a aussi un corpus de description de sites internet de vin. Et on a en général la description du vendeur de vin, et ensuite une citation par exemple de Robert Parker ou de je ne sais pas quelle revue spécialisée. Est-ce que tu différencies les deux? Alors, il faut quand même être conscient, comme cela a été dit dans la présentation précédente, que tout ce qui est l'organisation du vin est beaucoup plus avancé dans tout ce qui est le marketing du vin que encore dans le marketing du cacao, le marketing du café. Donc dans le vin, toutes les catégories sont bien différenciées, chacun dans sa place, mais on se retrouve maintenant dans le cacao, vous avez des chocolatiers qui ont des plantations de cacao. Donc qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont vendeurs, chocolatiers, producteurs ou experts? En fait, ils sont un peu tautologues, et c'est vrai qu'il y a des gens, vous avez des grands chocolatiers en France ou en Angleterre, qui ont des plantations de cacao à Madagascar, qui ont des plantations de cacao à l'Équateur, vous avez des Suisses qui achètent. Bon, c'est vrai que le cacao Arriba, qui est un cacao d'une carosse jaune d'Équateur, 70% de la production part en Suisse. Donc, en fait, on n'a pas ce découpage, ça reste un petit peu plus artisanal au niveau du cacao, on n'a pas encore ce découpage vraiment qu'on retrouve dans le vin. Maintenant, pour répondre à votre question honnêtement, je n'ai pas fait la distinction entre l'expert vendeur, l'expert producteur ou l'expert fabricant. C'est vrai. Par contre, mais même dans les sites web, il n'y a pas cette distinction. On ne la retrouve pas encore, cette distinction. Il n'y a pas le discours de l'expert qui va vendre et l'expert qui produit. C'est pour ça que ça ne m'est même pas venu l'idée, en fait. D'accord? Et une dernière petite question. Oui, ma clarification. Transcréation et localisation, c'est quoi le... Alors la transcréation, en fait, c'est l'utilisation d'un discours localisé pour transporter un concept d'une langue culture à une autre langue culture. En fait, si on revient sur, juste pour clarifier, si on revient sur ce schéma, la traduction c'est top-down. On parle d'un concept et on va le traduire dans plusieurs langues. Alors que la transcréation, c'est bottom-up. On va regarder comment le concept est vécu dans les langues culture et on va s'inspirer de ça pour pouvoir proposer un texte qui correspond à la culture localisée, quoi. Donc en fait, c'est du local. On a un produit global dont le discours produit, le discours produit permet de le localiser dans une langue culture, grâce à l'étude même de comment eux ils en parlent. Donc on n'a pas du tout une traduction lexicale, grammaticale ou quoi que ce soit, on a vraiment une transcréation parce qu'on utilise le vocabulaire, le discours produit par la culture pour parler de ce concept-là. Merci beaucoup Olivier. Donc maintenant je pense qu'on va se poser et poser. Merci. 20 minutes de pause.